Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio. Bonjour, nous sommes toujours en direct depuis le Salon des maires et des collectivités locales pour cette deuxième journée. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jérémy Fretin, directeur développement et RSE chez l'ADN Group, et Charles Broum, chargé de mission, toujours à l'ADN Group. L'ADN, c'est l'agence du don en nature. Vous existez depuis 13 ans. L'objectif, c'est de lutter contre le gaspillage et l'exclusion en France. Vous distribuez des produits non alimentaires de première nécessité. Aujourd'hui, c'est 1 million de personnes qui sont aidées par l'ADN et vous avez 1200 associations partenaires, notamment celles des plus connues, parmi les plus connues, Emmaüs ou encore l'Armée du Salut. Première question, pourquoi votre présence au Salon des maires et des collectivités ? Merci de nous accueillir aujourd'hui. Jérémy Fretin, oui. L'agence du don en nature, du coup, on est là parce qu'on est là en tant qu'association du don pour rappeler que le don, c'est une solution qui peut être importante, enfin en tout cas un levier intéressant pour lutter contre la précarité matérielle. Et nous, agence du don en nature, on est une association qui est accompagnée et qui accompagne les pouvoirs publics de différentes manières. Parmi les associations qui sont bénéficiaires des produits qu'on collecte, on retrouve des centres communaux d'action sociale qui peuvent être gérés par des collectivités, donc qui sont des bénéficiaires directs de notre mission. Et on va aussi être épaulé par des collectivités qui peuvent nous aider à nous faire connaître sur leur territoire auprès d'associations, d'entreprises qui pourraient avoir une utilité à passer par nos services. Comment c'est né l'ADN ? L'ADN, en fait, ça a été créé à l'origine par des anciens dirigeants d'entreprises qui étaient partis du constat que chaque année, des volumes assez importants de produits étaient détruits par les entreprises, alors qu'en même temps, ces produits auraient pu trouver une utilité auprès d'associations qui accompagnent des publics en situation de précarité. Donc, la volonté de ces fondateurs, c'était vraiment de réconcilier ces deux enjeux à la fois environnementaux et sociétaux, anti-gaspillage et lutte contre la précarité. D'accord, donc on n'est pas sur des produits alimentaires, donc c'est quel type de produits que vous récoltez ? Charles Broum. Ça va être tout ce qui concerne tout ce qui est non alimentaire, donc c'est un spectre assez large. Ça comprend à la fois des produits d'hygiène, donc ce qu'on va considérer comme des produits vraiment de première nécessité, des produits d'entretien, des produits d'aménagement de la maison, des vêtements. Mais c'est aussi, au-delà de produits de première nécessité, des produits qui peuvent apporter un petit plus au public qui sont suivis par nos associations partenaires. Je pense notamment aux produits de bien-être qui peuvent ne pas être considérés comme des produits de nécessité pour survivre, mais qui sont nécessaires à terme pour une intégration dans la société. D'accord. Combien de partenaires vous avez aujourd'hui qui vous accompagnent et qui vous aident à remplir votre mission ? Alors chaque année, on peut compter sur entre 200 et 250 entreprises qui nous font des dons de produits. On a également une trentaine de partenaires financiers. Et côté bénéficiaires, on accompagne 1200 à 1300 associations chaque année. Et donc on estime toucher à travers ces associations un peu plus d'1 million de bénéficiaires. C'est dur de mobiliser autour d'un thème comme la précarité ? Alors les entreprises, ça l'est de moins en moins, fort heureusement, puisqu'elles sont sensibilisées aussi bien à la nécessité d'optimiser leurs ressources que de faire acte de solidarité. Le don, ça s'intègre complètement dans les enjeux RSE des organisations aujourd'hui. Donc on arrive à pouvoir mobiliser un grand nombre d'acteurs autour de ces sujets-là. Et puis il y a aussi une évolution réglementaire, puisqu'à compter du 1er janvier 2022, les entreprises seront interdites de détruire leurs invendus non alimentaires et devront s'emparer de solutions comme le don pour trouver d'autres manières de traiter leurs invendus. Donc on est plutôt dans une époque qui est propice au développement du don, mais on s'en réjouit. Si on parlait concrètement, aujourd'hui, comment ça fonctionne l'agence du don en nature ? Comment se passe la collecte, la redistribution ? Où vous allez chercher vos produits ? Comment ça se passe ? Charles ? En tout cas, au niveau des associations, comment ça se passe ? On a un catalogue en ligne où nos produits sont mis en ligne. À partir du moment où une association est partenaire, elle reçoit des identifiants qui lui permettent de se connecter à ce catalogue et elle est autonome dessus. Ce catalogue va fonctionner comme un site marchand classique avec un panier.
Donc l'association fait son panier, on lui indique les contributions par produit qu'elle doit régler et les frais de livraison. Et puis après, elle est livrée directement à l'adresse de son choix. Et donc au début de la chaîne, il y a l'entreprise qui nous fait un don, qui nous livre les produits sur notre plateforme logistique. On va ensuite trier les produits, éventuellement les reconditionner s'il y a besoin, repalettiser les produits et puis les mettre en ligne. Et après, c'est l'association qui les commande et qui les reçoit. Vous les sélectionnez comment, les associations qui bénéficient de vos produits et de vos services ? Alors on a 2 types de candidatures. La première qui est une procédure de candidature normale, où l'association dépose un dossier qui est étudié par un comité. Donc il y a une procédure de vérification, si on veut, de plusieurs documents et de plusieurs pièces justificatives. Et puis à côté de ça, on a une procédure qu'on appelle simplifiée pour tous les dispositifs qui relèvent de grands groupes associatifs, comme le groupe SOS, Aurore, Emmaüs. Et à partir de là, si on a signé une convention avec le siège du groupe, tous les dispositifs qui appartiennent à ce groupe ont accès à cette procédure simplifiée. Ils ont seulement à nous envoyer un dossier avec leurs informations pratiques et on leur crée directement leur compte. Ce qui est important pour nous, c'est que l'association intervienne dans le domaine de l'action sociale et soit du coup en contact avec des personnes en situation de précarité. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxième point, qu'elle soit aussi en capacité de redistribuer les produits dans des conditions bien sécurisées. C'est-à-dire qu'on veut nous apporter la garantie auprès des entreprises qui nous font des dons que leurs produits vont pas se retrouver sur des marchés parallèles et aller vers des personnes qui en ont vraiment besoin. Vous, l'ADN, au-delà de votre fonction de redistribuer des produits, vous êtes aussi employeur. Vous faites partie c'est un peu l'économie solidaire. Ouais. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent pour l'ADN en réinsertion ? Alors, aujourd'hui, l'ADN compte sur une équipe d'une vingtaine de salariés auxquels s'ajoutent des stagiaires et des alternants. On a également une quarantaine de bénévoles sur les territoires et effectivement, on a un projet, on n'est pas une entreprise d'insertion, mais on forme sur notre plateforme logistique des personnes qui sont éloignées du monde de l'emploi ou des circuits classiques de formation et on va les former en pratique et en théorie au métier de la logistique. C'est des dispositifs qu'on mène en partenariat avec des organismes de formation, avec Pôle emploi, avec des partenaires institutionnels également. Et chaque mois, on forme 10 à 12 apprenants qui sont de profils très variés, qui peuvent être en reconversion ou qui n'ont jamais été insérés sur le marché du travail. Ils ressortent avec une certification et des qualifications qui sont reconnues. Et ensuite, on va leur permettre de rejoindre une entreprise partenaire qui est souvent un de nos donateurs produits en fait, qui va accepter d'accueillir là où les personnes au sein de leur propre entrepôt, et puis en vue d'un éventuel recrutement en tout bout de chaîne. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui ont pu retrouver le chemin de l'emploi grâce à l'ADN ? On a accompagné un peu plus de 200 apprenants depuis l'ouverture de notre entrepôt-école dans les Hauts-de-France, où on a cette activité-là, donc en 1 an et demi à peu près. L'entrepôt a été ouvert en janvier 2020. Voilà, un peu plus d'1 an et demi. Donc ça fait un petit peu plus de 200 profils et on était aux dernières nouvelles sur un taux de retour à l'emploi de 80%. Après évidemment, pour que ce soit pertinent comme statistique, il faut se laisser le temps de voir évoluer le dispositif et de pouvoir suivre ces profils-là sur une plus longue durée, mais pour l'instant on a des résultats qui sont assez probants. D'accord, vous avez une vocation à devenir, à faire un peu plus aller plus loin dans cette démarche de réinsertion ? Alors on cherche aujourd'hui déjà à sécuriser le sourcing des profils en amont de la chaîne, c'est-à-dire avoir des promotions et arriver à trouver des profils qui soient intéressés par ces métiers à la logistique. On veut aussi garantir des sécurités de recrutement de ces personnes-là à l'issue de leur formation chez ADN, donc en montant des partenariats avec notamment nos entreprises qui sont engagées sur ces thématiques. Et puis on souhaite aussi diversifier les profils qui sont accompagnés dans le cadre de ce dispositif, et notamment viser des personnes qui sont en situation parfois de handicap ou de grande précarité, ou peut-être des profils de personnes migrantes, voilà, qui sont aujourd'hui des typologies de public qu'on n'a pas forcément encore réussi à intégrer sur ce dispositif. La précarité, la pauvreté, c'est des notions qui sont connues, on en parle beaucoup, mais l'Agence du don en nature, vous militez pour une autre notion, c'est la précarité matérielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est quoi la différence d'ailleurs Alors oui, en effet, on essaie de pousser ce concept.
Pourquoi ? Parce que généralement dans les stratégies et les politiques publiques, la précarité est appréhendée de manière monétaire, pas toujours en conditions de vie. Nous on cherche à mettre l'accent là-dessus, à dire que la précarité se mesure pas seulement par rapport à un niveau de revenu ou un niveau d'aide qu'on a, mais aussi par rapport aux conditions concrètes de vie qu'on a et les privations qu'on peut connaître dans différents domaines, que ce soit l'hygiène ou l'aménagement de son logement ou se vêtir. Au niveau légal, actuellement, la précarité alimentaire est reconnue, donc c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir se nourrir. Et quand on parle de précarité alimentaire, en fait, on parle de grande pauvreté, puisqu'on parle d'un besoin fondamental qui n'est pas rempli. Mais il n'y a pas de mention d'autres types de précarité, puisque la précarité peut être plus large que le simple fait de ne pas se nourrir. Et nous, on cherche à faire reconnaître ce concept de précarité matérielle, qui englobe, si on veut, tous les autres types de précarité, puisque récemment, dans les médias, on a pu entendre parler de précarité menstruelle, de précarité liée à la formation scolaire, différents types de précarité. Nous, on cherche à regrouper tout ça dans un concept qui est la précarité matérielle et qui englobe tout ça. C'est quoi ça veut dire ? C'est la notion de ne pas pouvoir se réaliser, de ne pas avoir les moyens de se réaliser en tant qu'être ? Dans l'idée, c'est ça. C'est l'idée qu'un individu peut connaître des privations matérielles qui auront des conséquences sur son intégration à la société. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On reste ensemble en direct depuis le Salon des maires et des collectivités locales. Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urbain et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.